Salut à tous, bienvenue sur les Sentiers du Réel, c'est Alexis. Aujourd'hui, nous allons parler d'intelligence artificielle et d'involution. Mon Dieu, quelle thématique tu nous présentes là, Alexis. Eh ben oui, c'est comme ça, vous savez bien que j'aime présenter des sujets, en tout cas, des sujets qu'on me propose, comme mon invité aujourd'hui d'ailleurs. Il m'a écrit sur Facebook, en privé, sur la page Santé du Réel, hein. Vous pouvez aussi le faire si vous avez l'intention de, pourquoi pas, de passer sur la chaîne. Mon Dieu, c'est la première fois, c'est la première année où j'invite autant de personnes qui m'écrivent. Donc là, je crois que tu es la troisième ou quatrième, en tout cas. Et donc, bienvenue à toi, Fabio. On va te présenter tout de suite, bien entendu. J'espère que tu vas bien. Oui, ça va très bien, je te remercie. Alors effectivement, aujourd'hui, donc, tu vas nous parler d'intelligence artificielle et d'involution. Mon Dieu, vaste sujet, mais ô combien important et quelque part lié de toute façon. Donc toi, tu as effectivement également une chaîne YouTube. D'ailleurs, on en parlera tout de suite. Tu n'es pas tout jeune sur YouTube, on va dire c'est comme ça. Donc c'est Histoire et Conscience. Donc tu as également un site qui s'appelle créhashtag, hein, .fr. On mettra tout ça en lien de toute façon, comme d'habitude, chers auditeurs, ne vous inquiétez pas. Contentez-vous pour l'instant, en tout cas, d'écouter cette émission qui, je pense, va vous intéresser. Donc, effectivement, tu as cette chaîne Histoire et Conscience, et ce qu'on peut constater, c'est que tu vagues, en fait, tu parcours, en tout cas, beaucoup on va dire, de voies spirituelles, hein, les voies dites classiques, les religions monothéistes, comme aussi le druidisme, le celticisme, enfin tout ça, tu t'intéresses. Quelque part, je trouve ça génial d'avoir cette ouverture et surtout de se dire que finalement, tout est lié. On l'avait déjà un petit peu parcouru ça avec Idriss Toth, hein, à qui on fait un coucou. Et d'ailleurs, ça pourrait, pourquoi pas, chers auditeurs, pas dire une suite à cette émission, rien à voir, mais il y aurait peut-être des liens à y mettre. Donc voilà, il y a un complément en tout cas, un complément d'information. Donc Fabio, effectivement, donc c'est une longue aventure que toi que tu vis sur les internets, sur YouTube en tout cas. Ça fait plus de 10 ans que, oui, beaucoup plus de 10 ans même, presque 15 ans, je crois que tu as commencé, c'est ça en 2010, je pense. Oui, à peu près 2010, 2007, c'était les blogs. Ouais. Et puis 2009, 2010, je suis passé sur Dailymotion et ensuite YouTube. Donc à l'époque, j'avais la chaîne Alpharangi Oui. qui a fait quelques vidéos qui ont bien marché. Et puis je me suis mis en stand-by parce que à ce moment-là, je me suis dit, mais on trouve tellement à boire et à manger que maintenant, j'ai besoin de scientificité. Et donc, je suis allé à l'université et j'ai étudié les sciences humaines. Et ça m'a permis d'avoir un certain nombre d'outils. Et là, j'ai pu commencer petit à petit à analyser ce que c'était l'ingénierie sociale. Et alors là, on est en plein dedans aujourd'hui parce qu'on est passé à l'ingénierie sociale augmentée, hein, ce qu'on appelle l'intelligence augmentée ou ce genre de choses. C'est quand on parle d'intelligence, attention, il faut entendre intelligent au niveau américain, c'est-à-dire les services de renseignement, c'est tout ce qui est le comment dire, le modeling de l'être humain à des fins marketing, à des fins politiques, etc. Donc c'est tout un vaste sujet et un champ dans lequel on voit le mécanisme de l'involution euh, évoqué déjà dans 1984, dans Le meilleur des mondes, dans tous ces ouvrages, dans tous ces auteurs qui ont fait suite à ces décennies du XXe siècle où la psychologie a beaucoup œuvré à fragiliser l'être humain dans ses acquis et dans sa, aussi bien dans son intelligence que dans sa sagesse et donc pour progressivement remplacer ces compétences par celles de la machine jusqu'à ce qu'on arrive à cette tentative de remplacer l'intelligence humaine par l'intelligence artificielle. Voilà. C'est ça. Et évidemment, bon, moi je m'intéresse beaucoup à la spiritualité et je Oui. dis que le data, justement, la fameuse donnée qui nous cartographie sur Internet, a ceci pour limite, pour frontière ultime que la spiritualité. La spiritualité est la frontière ultime qui nous sépare de la machine et qui va justement faire la différence au point de vue de toutes les dimensions de notre engagement dans la vie entre ce qu'est l'obéissance et
la programmation de la machine et la façon dont nous sommes programmés, c'est-à-dire avec des finalités qui dépassent l'incarnation, qui dépassent Ouais. aussi notre petite existence matérielle et qui nous offrent des, une expérimentation qui n'est pas que par le pathos, le sentimental, mais aussi par l'expérience de l'esprit et toutes les expériences un peu qu'on qualifie parfois de paranormales ou de subjectives sont des choses que ne connaît pas la machine, qu'elle ne connaîtra jamais. Et qui font que voilà cette frontière ultime du vivant entre le vivant et la machine, c'est la spiritualité. C'est ça, c'est exact. Justement, à l'instar dans la trilogie Matrix, où on peut effectivement, comme on l'évoquait avec Idriss, quelque part, où on voit toute cette machinerie, au final, tout est déjà bien installé, bien instauré pour nous faire rentrer à l'idée que l'intelligence artificielle allait nous contrôler, puisque même, voilà, en tout cas au-delà de, comme tu dis, de ces frontières spirituelles, c'est un monde froid dans lequel évolue une fausse intelligence artificielle. Et c'est important de le dire parce que, pour l'instant, en tout cas, cette intelligence artificielle dont tout le monde panique, alors je peux comprendre, et c'est vrai que je sais pas si on va parler de ça aujourd'hui, mais je pense pas, mais enfin on peut peut-être l'évoquer. C'est vrai que c'est cette fausse intelligence artificielle ou cette IA, en tout cas, et d'ailleurs IA, il y en a qui ont fait des blagues sur Facebook. IA, IA, ça fait penser un petit peu au cri de l'âne, c'est un peu ça, mais de cette intelligence artificielle où qui est complètement fabriquée, puisqu'elle est de façon construite par l'homme, elle est programmée par l'homme, elle n'est pas encore indépendante, en tout cas celle qui nous est présentée, hein, parce qu'on le sait très bien, tout ce qui est militaro-industriel ne nous est jamais présenté comme étant l'évolution, mais au contraire une infime partie de ce qu'ils savent déjà faire en amont, ça, avec plusieurs décennies d'avance. Et, euh, et donc voilà quoi, on est vraiment. C'est vrai que beaucoup de gens vont paniquer parce qu'effectivement ça va. Il y a des emplois qui vont sans doute être perdus parce que c'est effectivement ces gros supercalculateurs qui travaillent bien plus vite qu'un homme, ça on est bien d'accord, hein, qu'un humain, au niveau calcul en tout cas, au niveau voilà, décision, mais encore une fois sur des calculs, sur des probabilités qui sont elles-mêmes des calculs. Hein. Donc, en fait, finalement, on se rend compte que c'est de l'inception, c'est de l'intelligence artificielle dans l'intelligence artificielle, puisque déjà ce monde, si les auditeurs sont habitués à la chaîne, ils sont déjà un peu habitués à ce que je vais dire. Déjà, ce monde est pour moi une intelligence artificielle. Donc, bref, en tout cas, quelque chose qui a été programmé. On est loin du darwinisme justement et de l'évolution darwinienne, qui est aussi un leurre. Alors justement, j'ai l'impression que ils en sont à ce stade de dire, ben voilà, on va créer le nouvel Adam, le nouvel Adama, le nouvel Adamite, je sais plus comment on dit, et pouvoir donc créer la nouvelle génération, disons, d'hommes LN7 en anglais, donc augmenter, comme tu dis, en français bien sûr. Je vais pas faire mon Van Damme non plus. Donc augmenter et donc voilà, c'est bien triste et c'est bien de se rendre compte de ça. On est vraiment, je crois, pour l'instant en tout cas, une espèce de frontière. Et je pense qu'il est, on va me dire, oui, mais Alexis, toutes les évolutions technologiques font peur à chaque fois à l'homme et finalement on y vient. Ah bah oui, mais on y vient parce que justement on ne s'est pas rebellé, parce qu'on n'a pas, on n'a pas, on n'a pas donné assez d'arguments pour faire comprendre aux jeunes générations surtout, parce que c'est surtout elles qui sont visées. Nous, voilà, je vais dire, on est visé, voilà, à moitié puisqu'on a déjà compris. Mais les jeunes maintenant actuellement, c'est ça la question. Alors la question, c'est pas une question, mais c'est la question de vraiment pouvoir leur expliquer ce vers quoi on pourrait aller ou pas aller justement. Donc, mon cher Fabio, après cette longue interlude, donc aujourd'hui tu vas nous présenter un peu ces sujets-là. Hmm. Qu'est-ce que, sur quoi est-ce que tu voudrais partir? Est-ce qu'on parle rapidement d'intelligence artificielle? Est-ce qu'on imbrique les deux? L'involution, par exemple? Comment est-ce que, puisque j'entends les questions, l'involution, qu'est-ce que tu entends par involution? Parce que c'est vrai que on pourrait dire quoi? On retourne à l'âge de pierre, c'est ça? Alors, C'est plus compliqué, je d'abord, sais. je voudrais prendre pour point de départ une thèse que je suis en train de développer actuellement. Alors, c'est pas une thèse universitaire, hein, c'est une thèse au sens scientifique du terme, c'est-à-dire
c'est une hypothèse forte qui est présentée avec sérieux, quoi, avec vraiment en étayant. Et cette thèse, c'est la thèse de l'intelligence évolutive. C'est-à-dire que je conçois l'univers, ou plutôt le cosmos, parce que dans cosmos, il y a la notion de symbiose, comme étant le développement progressif, couche par couche, à travers la multiplication des formes d'existence d'une intelligence évolutive. Et cette intelligence évolutive, sur Terre, elle a abouti à des espèces innombrables. Et parmi ces espèces, une qui a réussi à se classer au sommet de la chaîne alimentaire, mais est-ce que c'est le seul critère qu'il faut retenir? Certainement pas. Mais c'est quand même l'être humain. L'être humain, avec un néocortex qui est particulier, est capable de lui permettre de visualiser l'avenir notamment, de visualiser le passé, le présent, le futur, l'ailleurs, l'ici, etc., les possibles. Et donc, il est doté de cette intelligence évolutive. Et ça veut dire que dans tout le courant de production du cosmos, qui est un courant qui pour moi est un courant constant, puisque je suis convaincu d'un univers ou d'un cosmos immanent, c'est-à-dire qui est cause de lui-même et qui est de toute éternité. Donc il y aurait eu des micro-bangs en fait qui auraient produit des galaxies par des sources blanches qu'on appelle trous noirs, mais qui sont en réalité des producteurs de matière, des absorbeurs d'énergie, mais des producteurs de matière et qui recyclent l'énergie en matière afin de nous permettre de justement de multiplier en fait les mondes. Et donc ça, c'est un phénomène tout à fait normal et constant dans l'univers. Donc il n'y a pas de Big Bang et de rétractation de l'univers. Il y a un cosmos qui a sa vie, comme les fleurs, qui a des saisons, comme les fleurs, comme les arbres, etc. Et donc c'est tout à fait spontané. Mais il y a une caractéristique dans tout ça, c'est qu'on constate que tout est fait selon des propriétés absolument rationnelles. C'est-à-dire, c'est la cause première, finalement, si on la cherche, c'est la nécessité. La nécessité, elle dicte que on a deux possibilités au départ. C'est pile ou face. C'est ou bien il y a quelque chose, ou bien il y a rien. Donc, à un moment donné, si c'est 50-50, bah, il y aura forcément quelque chose. Et ce quelque chose, sa probabilité d'apparaître a toujours été. Donc, ça prouve bien que l'univers est éternel sur le plan de la logique. Et il ne peut fonctionner qu'avec des lois rationnelles, donc mathématiques. Donc tout est mathématique. Et ensuite, à l'intérieur de cette mathématique, on va avoir une diversification des formes. On va voir apparaître le vivant tel qu'on le conçoit sur Terre, c'est-à-dire ce qui est formé par des cellules vivantes. Et on arrive donc ensuite au développement de l'homme avec tout son organisme, sa complexité, ses neurones, son activité électrochimique, et donc une activité quantique, et donc une activité qui signifie une intrication quantique entre les êtres, ce qui explique l'existence d'un champ de conscience qui est unifié puisque partagé par tous les êtres vivants et pas seulement par les humains, et dans lequel on va retrouver toute cette intelligence cosmique qui va travailler ensemble, à travers chacun des acteurs qui la composent, à partager l'information, grandir l'information, chercher sur de nouvelles thèses, de nouvelles théories et grandir en conscience. Et cette croissance de la conscience, elle perdure encore et encore, et toute énergie qui se libère, que l'on connaît, les fameux 30 grammes qui sont perdus au moment du décès, toute cette énergie libérée va continuer son trajet dans le champ de conscience unifié et va se retrouver sous diverses formes. C'est pour ça que, par exemple, on dit des Bouddhas qui peuvent avoir plusieurs incarnations simultanées, parce que leur présence dans le champ de conscience est tellement énorme que il peut y avoir une multitude d'individus qui arrivent à reconstituer les briques de ce savoir et de cette conscience et à incarner cette conscience. Donc, nous avons une intelligence évolutive parce que elle est toujours en travail sur la conscience et en même temps, eh bien, nous assistons à ce que cette intelligence a été mise à un moment donné, avec la cité-État notamment, au service d'un outil qui n'existe pas chez les animaux, qui est la politique. Et dans ce travail politique, il y a eu à ce moment-là une transmission des sagesses qui a été altérée par la recherche
de la construction d'un schéma qu'on appelle ingénierie sociale, qui est cette matrice dont tu parlais tout à l'heure, qui est cette matrice culturelle qui construit des hiérarchies qui sont considérées comme intrinsèques, transcendantes entre les êtres humains, le roi ou le seigneur, ou etc., et le peuple, via un intermédiaire qui est la prêtrise, hein, les trois ordres. Et dans cette hiérarchisation de la société, on va constater donc qu'on attribue finalement aux êtres humains, ben voilà, toi tu vas être la tête, puis toi tu vas être les bras, puis toi tu vas être l'estomac, puis toi tu vas être les pieds, etc. Et donc, on classe les êtres humains selon des fonctions, hein, des catégories socio-professionnelles, par exemple, aujourd'hui. Et donc, ils doivent remplir des fonctions pour la machinerie de la société. Et cette machinerie, elle va évoluer avec le temps sur le modèle de la compétition entre les modèles politiques, entre les organisations politiques, les États, les cités-États, puis les États, les royaumes, les empires, etc. Donc, dans ce mécanisme de compétition, qu'est-ce qui va compter en premier? Dans tous les domaines, on va supprimer aucun des domaines possibles de l'être humain, que ce soit la violence, l'intellect, la présence pour le spectacle, etc. Tous ces domaines. Dans tous les domaines, on va chercher les gains de productivité. Et cette conquête des gains de productivité fait qu'on va développer des outils de plus en plus sophistiqués qui vont permettre des réalisations énormes, les cathédrales, les pyramides, j'en passe et des meilleurs, mais aussi va amener des armes de guerre de destruction massive ou des armes de guerre particulièrement performantes, je pense aux tanks, aux sous-marins nucléaires, tout ce genre de choses. Et donc, toutes ces armes qui sont profondément anthropiques, qui sont profondément orientées vers la destruction, vont faire que, également dans l'ingénierie sociale, qui au début était une transmission, comme on l'expliquait tout à l'heure, du savoir des ancêtres et de leur sagesse, eh bien, on va avoir une transformation de l'épistémologie, la philosophie de la science appliquée à l'ingénierie sociale, et qu'on va la remplacer par une véritable arme idéologique qui va avoir pour objectif de rendre les hommes malléables et de les manœuvrer pour les amener dans une direction, celle de l'obéissance, de la servitude, et finalement de la construction d'un monde qui serait idéal pour le puissant, mais pour le peuple, c'est une servitude. C'est une servitude totale et totalitaire. Alors justement, il est encore bien de pouvoir en parler, comme je le dis plus ou moins à chaque fois, sur des sujets sensibles. Et je pense que même s'il y a un éveil, on le sait depuis quelques années, en tout cas depuis 3 ans, on va dire ça comme ça, hein, pour ne plus redire ce qui s'est passé, parce que bon, là, on le sait ce qui s'est passé. Ouais. De toute façon, plus le dire non plus. Donc déjà, on comprend qu'on est déjà dans un début de prison. Hein. Enfin, c'est même pas un début, ça a toujours été, mais enfin, bon, bref. Mais en tout cas, elle est plus confirmée que jamais. Je crois que d'ailleurs, c'est pour ça que ces temps-ci sont très, très, très compliqués en ce moment, parce que il y a, je pense, vraiment encore de nouveau cette frontière entre, allez, certains diraient un Kali Yuga et un âge d'or. En tout cas, il y a quelque chose qui est en train de diviser, mais alors complètement une population qui, encore une fois, je le répète, quand même s'éveille de plus en plus. Mm. Elle s'éveille pourquoi? Parce que, à mon avis, on en arrive justement à une espèce de fin ou de début de toute façon de quelque chose d'autre. Il y a jamais de fin, il y a jamais de début. Tout ça est lié. L'un ne va pas sans l'autre, ça c'est clair. Et je pense que vraiment, voilà, on doit s'éveiller, oui, mais on doit agir. Je pense qu'il faut agir. Alors attention, quand je dis agir, c'est pas dans la rue et les révolutions, on voit ce que ça a donné, surtout en France. Ça n'a rien donné, sinon pire. Et dans d'autres pays également. Hein, c'est parce qu'en Belgique, on n'en a pas eu vraiment non plus. Des manifestations, tout ça, ça ne sert strictement à rien. La manifestation, la révolution, elle doit être intérieure, elle doit être spirituelle, et elle doit vraiment contribuer à ce que, si vous comptez faire des enfants, pourquoi pas, déjà de créer cette humanité qui, peut-être demain, seront les sauveurs. Parce qu'on attend toujours un ultime messie. Il y a beaucoup de gens qui attendent des messies, des sauveurs. On le répétera jamais assez, c'est vous-même le sauveur.
mais aussi si vous pouvez bien sûr sauver aussi votre famille et vos proches, bien entendu. Mm. C'est pas une question ici d'individualisme, chacun pour soi et Dieu pour tous. Non, non, c'est pas comme ça que ça marche. Enfin voilà, donc c'est très très important ce que tu viens de dire parce que j'avais étudié il y a quelques années de ça, un petit peu étudié, on va dire, l'art de la guerre. C'est quelque chose que j'avais toujours envie de faire comme sujet. Mm. L'art de la guerre qui est implémenté dans absolument toutes les strates de ce que l'on peut trouver dans cette fractale où l'humain vit, où l'humain, disons, oui, évolue ou involue, encore une fois. Là, c'est vrai qu'il y a une involution, clairement. Il y a une involution, en tout cas une stagnation de cette fameuse évolution darwinienne, clairement, hein, je veux dire, à part peut-être, on va constater certaines tailles, etc. L'âge a toujours été aussi un leurre avec ça. On disait toujours qu'au Moyen Âge, on mourait jeune. Ce n'est pas vrai. Nostradamus est mort à plus de 80 piges passées. Voilà, en gros. Hein. Alors c'est vrai que c'est une classe sociale aussi, bien entendu. C'était des bourgeois. Hein, Nostradamus, c'était pas non plus la population. Et bref. Donc effectivement, voilà, il faut vraiment se rendre compte de ça. Il y a une programmation, ça c'est clair. Tu as d'ailleurs mis une conférence d'un monsieur, je mettrai le nom ici, je ne l'ai pas en tête. Il y a vraiment une programmation, c'est l'homme programmé. Et on a l'impression que finalement, ben, c'est même pas qu'une impression, c'est une certitude, c'est qu'esclave, on a toujours été esclave en fait. Oui. Et il s'est passé quelque chose d'intéressant dans les années 2010, Oui, dans la oui, décennie 2010. C'est un petit âge d'or. oui. Ce petit âge d'or qu'on a connu dans les années 2010, il est venu grâce à qui? Bah, au spirituel, au développement personnel, à la psychologie positive. Les trois unis. Et donc ça veut dire on a fait œuvre à se grandir en cherchant à trouver comment nous, on a envie d'être dans cette société, comment nous, on a envie de produire, comment nous, on a envie de transmettre, etc. Et ça, c'est fondamental. Ce petit âge d'or, en même temps, il était encore illusionné par rapport à beaucoup de choses. Et c'est la raison pour laquelle on peut parler de ce qu'on appelle le pic de certitude. C'est-à-dire, on a d'abord, quand on découvre quelque chose, quand quelque chose se manifeste à notre conscience, un énorme pic où notre confiance dans cette chose est énorme, et donc, on est intimement convaincu que ça y est, on a trouvé une vérité. Bon, c'est du savoir, mais le savoir ne fait que n'est pas proportionné, si on veut, à la certitude. La certitude n'est pas adossée à cette proportion. Elle est très rapide et très forte. Et puis, à un moment donné, on se rend compte que ça se passe pas comme on voudrait, et là, c'est la dégringolade. Et là, c'est la dégringolade parce qu'on continue à acquérir du savoir, mais ce savoir remet complètement en question ce qu'on croyait avoir compris. Et puis, on arrive même à se situer à un moment donné en dessous de la zone dans laquelle on sait et on pense qu'on ne sait pas. On n'est plus confiant dans son savoir au point qu'on sait, mais on n'a plus confiance dans ce savoir. Et finalement, c'est avec le temps et la maturité que le cycle va retrouver sa place et que la science que l'on a est affirmée de manière euh, à coïncider avec la quantité et la qualité du savoir que l'on a. Donc on a confiance, mais toujours de manière plus proportionnée parce qu'on est passé par cette étape où on a compris qu'on était allé vite en besogne. Et ce qui s'est passé dans les 2010, c'est ce petit pic de certitude-là. On a trouvé des nouveaux savoirs, on s'est bousculé, on s'est jeté dessus comme la misère sur le monde, j'ai envie de dire. Et aujourd'hui, on se rend compte que bah, on est en train de payer en fait un processus parce que il y a d'un point de vue collectif d'autres besoins dans l'ingénierie sociale, dans la façon dont la société est structurée, que ceux qu'on a choisi de suivre. Et puis parce qu'on s'est retrouvés tous sur un terrain où on a cru, ça y est, qu'on allait partager, qu'on allait expliquer, qu'on allait coacher, etc. Alors qu'en fin de compte, c'était pour nous. C'était pour nous aider à nous trouver. Mais qu'est-ce qu'on va en faire? C'est là où il y a un véritable travail qui doit être effectué pour savoir bah, comment on va réoccuper l'espace public, l'espace du travail, l'espace de la famille, etc. avec tout ça
sans devenir le gourou du groupe. Voilà, en étant simplement un être humain éveillé avec d'autres humains éveillés, et voire avec des êtres humains qui sont dans une démarche mais qui est quotidienne et qui est plus pragmatique. Je dis toujours, il y a trois grandes qualités pour développer la science, c'est le pragmatisme, l'apprentissage et la recherche de la grandeur. Si on n'a pas les trois, on n'accédera pas à assez de science pour pouvoir se dégager des méfaits de l'ignorance, de l'orgueil et de la vanité collective. Donc, c'est vraiment très important. Ça, c'est connu des bouddhistes depuis longtemps. Ils avaient le symbole du cochon, du coq et du serpent. On l'a au centre de la roue karmique dans les mandalas du Tibet. Donc c'est très vieux. Donc on a besoin de ces trois qualités, le pragmatisme, l'apprentissage et la recherche de la grandeur, à titre personnel et collectif. Et aujourd'hui, on fait en sorte que nous n'apprenions plus, on fait en sorte que notre pragmatisme se cantonne à ce qu'on a décidé pour nous, on fait en sorte que la seule recherche de grandeur qui nous soit possible, c'est celle d'aller voir les films les plus impressionnants, les plus grosses superproductions d'Hollywood. En gros, hein, pour simplifier. Donc, on va chercher effectivement l'expérience épique à travers des jeux vidéo, à travers des films, pour avoir ce sentiment de la grandeur. Mais ce n'est pas un sentiment qu'on cherche à développer en réalité dans la recherche de la grandeur, c'est véritablement se rehausser à un niveau de qualité d'être qui est exigeant et qui est important. Voilà. Et donc, c'est l'absence, la tarification et la lutte du système de l'ingénierie sociale contre ces qualités qui représente ce qu'on peut appeler l'involution, c'est-à-dire cette régression. Cette régression, elle n'est plus seulement due à la chute du pic de certitude qui concernait notre incapacité à voir le social tel qu'en lui-même pour avoir une réaction adaptée, mais qui vise à nous empêcher d'accéder à ces sciences supplémentaires qui vont nous conduire sur le chemin d'un authentique progrès et d'un nouvel âge d'or qui ne sera pas un micro âge d'or, mais qui sera un long âge d'or, mais qui peut venir que si on arrive à se dégager de cette ingénierie sociale involutive. Ouais, c'est pour Voilà. ça que, et comme je le disais, effectivement, oui, il faut vraiment pratiquer ça aussi, ces connaissances, parce que tu as fait un lapsus d'ailleurs assez marrant, c'est rapide. La certitude ne doit pas devenir une servitude. Oui. C'est vrai qu'à quelques lettres, on y est, et c'est vraiment ça, parce que c'est là que ça commence, c'est quand on est certain. Et tu as très très bien dit aussi, illustré, ça je suis aussi content que tu le dises, parce que ça fait longtemps que je me pose la question, effectivement, quand on est parti sur des certitudes, et non seulement ça, mais il y a il y a ce petit confort qu'on veut garder, parce que on prend finalement sur le plateau de la connaissance ce qui nous plaît, nous. Donc on reste dans le fond dans une zone de soi-disant confort, hein, qui est bien souvent traduite en inconfort, et de ce fait on ne va pas donc voir plus loin à ce moment-là, et ça c'est vraiment le propre de l'humain, hein, c'est de ne pas peut-être encore s'ouvrir et s'ouvrir et s'ouvrir et s'ouvrir. Moi je vois des gens comme Idriss par exemple, et il y en a plein d'autres. Il y a Mustapha Djellali aussi qui va bientôt d'ailleurs revenir sur la chaîne, je vous le dis d'ailleurs, normalement si tout va bien, l'émission n'est pas encore tournée mais fin du mois, Mustapha revient, donc il avait présenté avec Francis, eh bien, le fameux film Le Minotaure, hein, etc. Et donc c'est quelqu'un qui est justement aussi musulman, donc il a sa religion, hein, il est pratiquant, etc. Pratiquant léger, on va dire, hein, non plus. Mais c'est surtout que c'est de pouvoir aller voir au-delà. Encore une fois, des apparences, c'est ce qu'on vous demande, hein, enfin c'est ce qu'on vous demande, pas vous les auditeurs, c'est ce qu'on nous demande quelque part, c'est vraiment aller voir au-delà des apparences. Il faut bien savoir, à la base, dans l'islam, c'est que le mot calife, en fait, est une dérive politique et d'ingénierie sociale d'une notion du Coran qui s'appelle la khilafa. Cette notion, elle a été donnée elle correspond à quelque chose qui a été donné à Adam et donc à toute l'humanité, toute l'humanité. Cette notion de khilafa, elle veut dire quoi? Elle veut dire la lieutenance de l'homme sur terre pour Dieu. Donc, c'est-à-dire, nous sommes le suzerain de Dieu. Nous ne sommes pas souverains du monde. Nous sommes les suzerains, donc les intermédiaires, les vicaires
de Dieu sur terre. Et cette responsabilité dans le vivant, dans la société, dans la famille, etc., cette responsabilité, c'est un cadeau qui nous est donné, qui fait que dans la tradition musulmane, tous les anges convergent à prier sur l'homme, donc à porter leur énergie, leur fluide sur l'homme pour lui permettre de réaliser ça. Et c'est cette responsabilité qui est en même temps ce sens aigu de la spiritualité euh, incluse dans le social, dans l'humain, dans les échanges, dans la culture, et je pense notamment à l'agriculture, qui est aussi une forme de culture, bien évidemment, hein, qui amène la médecine, qui amène beaucoup de choses. Euh, donc voilà, et c'est vraiment très très important de comprendre qu'à la base, cette notion, elle vient expliquer ce que la Bible dit quand elle dit aux premiers hommes, euh, dominer la terre. Et la terre, ça veut pas dire soyez contre nature, mais au contraire, ça veut dire incluez-vous dans cette nature et soyez-y le lieutenant, le vicaire de Dieu. Donc soyez dans un esprit de responsabilité par rapport au vivant. Voilà. Magnifiquement dit, Fabio, franchement. J'aurais pas pu, j'aurais pas pu dire plus court. Moi, c'est jamais court, hein. Mais on se rend compte que, au final, on pourrait aussi traduire ceci, enfin, avec une autre lecture, ma lecture, en tout cas à moi, avec mes informations à moi, cette intelligence dite artificielle, euh, quelque part arrive à point nommé, je dirais, par certains diront nos maîtres, certains diront l'élite, pour ne pas dire l'élite, euh, à point nommé dans le sens qu'elle veut écraser justement la vraie évolution, la vraie évolution positive, comme tu dis, de l'homme, de l'humain. Elle Son arrive à point nommé, émancipation. voilà, son émancipation, parce que je pense que c'est ce qui est en train justement d'arriver. Certains disent qu'il y en a qui, de même dire que nos patrons auraient un petit peu peur parce que on risque ça risque de faire l'effet d'une bombe atomique, mais une bombe atomique justement spirituelle. Cognitive, Oui. spirituelle. Ouais. Et je pense que c'est ce qui est en train de se passer. Alors il faut dire aussi que les choses comme elles sont amenées pour l'instant, si vous voyez ce que je veux dire, mes chers auditeurs, et toi Fabio, tu vois ce que je veux dire, euh, sont amenées enfin, on peut presque pas faire l'impasse sur tous ces manquements, sur toutes ces maladresses. C'est même limite, j'ai jamais même vu autant de fausses manipulations, dans le sens que on a été manipulé pendant des siècles, l'homme a été manipulé dans les siècles, et voilà, on n'a pas dû attendre Internet pour ça, pour le savoir. Des éveillés, il en a existé tout le temps. Des gens moins éveillés, il en existait tout le temps aussi. Et je veux dire, voilà, simplement maintenant, on communique par Internet, voilà, par des livres aussi. L'information n'a jamais été aussi grande, on va dire, voilà, aussi accessible à tout à chacun qui veut l'entendre et qui veut voir, qui veut comprendre, qui veut évoluer éventuellement et sortir de son carcan personnel là pour le coup, parce que ça peut être voilà culturel, religieux, ça peut être un carcan, voilà, c'est une prison personnelle pour sortir et découvrir qu'il y a une autre prison, mais enfin bref, voilà, c'est un autre problème. C'est un autre problème, mais c'est déjà pas mal de pouvoir sortir au moins de la première, de la première tôle, de la première, du premier, de se libérer du premier geôlier qui est nous-mêmes. Alors, justement, j'ai développé une vidéo qui s'appelle les 7 clés de la paix transformatrice globale. Et la deuxième clé, justement, la première, c'est la lucidité. Donc ça, c'est essentiel, évidemment. La deuxième clé, c'est la nomadité, c'est-à-dire cette capacité qu'on a à pouvoir se dire, hop, 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 je suis pas au bon endroit là par rapport à ce qui se passe, donc je vais aller faire un pas de ce côté-là parce que ça me paraît plus juste. Et puis là, je vois que c'est pas tout à fait ça non plus, donc je fais un pas de l'autre côté. Et puis au fur et à mesure, en fait, on élargit sa zone de confort. On n'est pas chez les autres, on est chez soi.
on est nomade, on n'est pas territorial par rapport à la conception qu'on a du monde, et ça nous permet de vaquer avec les uns, les autres, de partager ce qu'on peut partager, de dire attention, là moi je pose une limite, je vais pas plus loin parce que ça ne me convient pas, et donc petit à petit on peut parfaire notre présence dans le champ de conscience de cette façon-là et attirer à nous ce qui nous revient, ce qui nous ressemble, ce qui nous permet d'avoir cette calorie supplémentaire pour pouvoir réaliser des choses ensemble sur ce qui nous meut, ce qui nous mobile, ce qui nous intéresse. Voilà. Donc la nomadité, effectivement, c'est très précieux dans ce cas de figure. Tu évoquais la question de l'intelligence artificielle qui prend notre place. Cette intelligence artificielle, moi je l'ai testée, cette pseudo-intelligence artificielle. Là, je vais parler de ChatGPT particulièrement. Je l'ai testée. Je lui ai fait une expérience très intéressante. J'ai essayé de la pousser à développer une nouvelle théorie scientifique. Donc, je l'ai amené sur le terrain de l'intelligence évolutive en lui disant, voilà, examine les données que tu as et vois ce que tu peux en tirer. Ah bon, mais non, mais j'ai pas accès aux sources. Mais alors pourquoi est-ce qu'on peut utiliser telle notion scientifique dans ce cadre-là? Et là, elle me dit non parce que la théorie scientifique, c'est que ceci, cela. Et en fait, elle tombe en plein scientisme. ChatGPT est un zététicien. Il travaille à nous convaincre des théories scientifiques en cours qui ne sont pas du tout unifiées et dans lesquelles il n'y a pas de notion de symbiose dans le vivant ou même dans l'univers, dans lequel il n'y a pas de notion d'intelligence évolutive, d'intelligence design, comme on dit souvent. Donc, dans toutes ces théories qui invoquent l'idée que le monde a une substance, comme le disait Spinoza, une essence, une substance, qu'il est réel, eh bien non, ce sont des théories qui, au contraire, nous tiennent un propos sur la réalité qui est irréelle, qui est que la réalité n'est qu'une convention, est une illusion collective. Et c'est ça qui est actuellement promu par les matérialistes, et c'est ça que défend cette pseudo-intelligence artificielle qu'on a mis à votre service pour vous conditionner. Voilà, tout simplement. Donc et ça, essayez de lui faire une expérience. Vous verrez qu'elle a des réponses, mais ce sont des réponses toutes faites parce qu'elle ne peut pas citer ses sources. Elle ne peut pas travailler sur les données de ses sources scientifiques en termes de statistiques de résultats, en termes de représentativité des échantillons, toutes les dimensions qui font la scientificité d'une étude. Elle ne peut pas y avoir accès. Donc, elle ne sort que selon des articles de journaux qui lui ont été présélectionnés et pour lesquels elle a été programmée de nous dire ça c'est vrai et ça c'est faux. Mais elle ne peut pas être plus crédible que l'opinion d'un être humain. Donc, soyez très vigilants par rapport à ce qu'on vous présente comme une intelligence artificielle. Elle n'est pas intelligente, elle est programmée. C'est un programme. Comme Google est un programme. Je veux dire, quand on est sur Google Search, on a affaire à un programme qui est au moins aussi intelligent que ChatGPT, mais on ne le voit pas parce que ça se présente comme une barre de recherche. On ne se rend pas compte. Mais l'algorithme de Google Search est au moins beaucoup plus intelligent que celui de ChatGPT à l'heure actuelle. Strike. Génial. Non, c'est vraiment ça. Prenez-vous ça pour dit. Alors effectivement, c'est ce que je disais au début, cette intelligence artificielle, entre guillemets, pour l'instant, qui nous est présentée publiquement, voire commercialement, alors elle est gratuite pour l'instant, c'est pas la question, mais elle nous est présentée commercialement parce que c'est vraiment ça, c'est de la promotion. On nous vend quelque chose qui va devenir, alors pour certains, à mon avis, malheureusement, pour de plus en plus de personnes qui n'ont pas compris justement où cette intelligence artificielle, j'ai presque envie de dire luciférienne. Il y en a qui vont me dire, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais oui, parce que c'est vraiment de la lumière, c'est vraiment de la fausse lumière. On vous vend vraiment une illusion, encore une fois. C'est vraiment le marionnettiste qui est derrière. L'intelligence artificielle, elle est là au milieu, et puis il y a une main là. Il y a toujours l'homme, enfin toujours l'homme, en tout cas une certaine race d'hommes qui est là derrière et qui vous fait croire justement au Père Noël, quoi. C'est vraiment ça. Puisque là, on est en plein dedans en décembre, mais vraiment c'est ça. Donc faites vraiment gaffe avec ça. Oui, faites des expériences comme Fabio le fait. C'est très intéressant, effectivement, pour tester jusqu'où peut aller, en tout cas, cette intelligence artificielle, ce ChatGPT, etc. Alors d'ailleurs,
juste une aparté, et tu ne te le caches pas. Tu as fait d'ailleurs quelques miniatures sur ta chaîne, aidées d'intelligence artificielle. C'est vrai que ça donne vraiment, encore une fois, une image fort brillante, hein, fort lissée. Pour l'instant, on peut encore détecter, je dirais à l'œil nu, pour un œil aguerri en tout cas, on peut détecter le faux du vrai, bien que ça devienne de plus en plus compliqué parce qu'il y a de plus en plus naturellement d'évolution là-dedans aussi au niveau graphique, hein, j'entends. C'est intéressant dans le sens que bah, là je peux le placer, mais je l'ai déjà placé ailleurs, mais les gens se rendent pas compte. Je sais pas si parler de ça, c'est un peu aussi abstrait, c'est un peu aussi, voilà, c'est. Mais quand tu fais des rêves, quand tu justement on fait des voyages dans l'astral, hein, bon, moi j'appelle ça plus du voyage dans l'astral que du rêve, voilà, expliqué scolairement, images créées par le cerveau avec avec le côté, disons, électro, hein, électrosensible. C'est vraiment quand vous faites justement ce genre de rêve, vous faites des rêves qui sont plus réels que dans cette réalité. Donc, vraiment, vous allez dans des mondes, moi je sais pas, ça m'arrive de voyager dans des pays qui semblent ne pas exister, mais en même temps qui existent. Tu vois, il y a même des rues, des quartiers où j'ai déjà été, il me semble que je les ai déjà vécus. Il y a cette impression de déjà vu très très malsaine, qui est déjà presque en amont comme une programmation finalement de tout ton être. Enfin, Ouais. moi, c'est comme ça que je le vois. Et quand je vois ces images, ces représentations, alors pas forcément sous ta chaîne, mais ce que souvent les gens créent, voilà, comme image un peu, souvent d'ailleurs débiles, mais qui me font marrer parce qu'effectivement, presque irreproductibles, à moins d'effets spéciaux, vraiment, en argent, en somme trébuchante, voilà, pour arriver à un résultat pareil. Là, c'est d'ailleurs créé en quoi? En même pas 2 minutes, hein, en général, de 2-3 minutes, le temps qui est selon le nombre de commandes que tu mets, etc., pour affiner ce que tu veux y mettre, ce que tu veux représenter plutôt. Mais vraiment, voilà, il y a un côté, moi, qui me dérange beaucoup dans ces images. Parce qu'elles sont à la fois fausses, mais il y a un petit truc vrai. Je sais pas comment expliquer. Il y a vraiment quelque chose. Tu ressens que ça peut être un monde parallèle. Tu sens que ça pourrait être vraiment, encore une fois, mais justement, comme quand tu fais ces songes, ces rêves, comme quand vous voyagez dans cet astral, vous rencontrez des personnes, vous leur parlez, tu les connais de l'autre côté, mais en fait, tu te réveilles, tu les connais pas du tout. Et donc, il y a ce côté-là. Il y a vraiment ce côté imagerie, même dans les NDE, il y en a qui ont fait des expériences, des EMI, hein, même euh, hors du corps, etc. Quand elles voyagent, elles reviennent, elles ont vu tel ou tel événement, telle ou telle ville de cristal, etc. Ça nous semble vraiment trop beau que pour être vrai. Et il y a ce côté justement un peu qui me dérange, en tout cas dans la représentation graphique de l'intelligence artificielle. Là, c'est vrai que c'est pas le sujet de l'émission, mais quoique, c'est important de se dire quand même que ils utilisent finalement, on dirait que j'ai l'impression qu'en fait, ils mettent à disposition, eh bien, un appareil photo qui irait de l'autre côté dans un autre univers. Et voilà. Voilà à quoi ressemblent, en fait, les autres univers. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et en fait, il y a un côté dérangeant parce qu'encore une fois, je le trouve à la fois faux, complètement faux, puisque créé, mais à la fois vrai aussi. Exactement comme l'illusion du chat GPT peut te faire donner l'impression qu'il y a quelqu'un qui est en train de te parler de l'autre côté. Les sites de rencontres, peut-être un jour, seront comme ça. Il y aura peut-être des bots de l'autre côté et tu auras des personnes qui auront l'impression d'avoir des amis. Où est-ce qu'on en est arrivé vraiment à un point? Mon Dieu, alerte! Alerte rouge! Les jeunes, ne rentrez pas là-dedans, s'il vous plaît. Non, enfin, c'est, waouh! Excuse-moi. Alors, l'intelligence artificielle, d'abord, chez les spécialistes du domaine, est considérée comme tout sauf de l'intelligence artificielle. Oui, oui, c'est ça. Alors que pour eux, ce sont des robots. C'est juste des robots programmés pour aboutir à un certain résultat. Peut-être pour Donc, ça qu'on sur un l'appelle, robot, peut-être pour ça qu'on l'appelle artificiel d'ailleurs, entre ouais, parenthèses, ouais. puisqu'elle est déjà en somme programmée. Donc, Sur un robot, ce qui est essentiel, c'est d'avoir la compétence nécessaire pour lui parler, pour le programmer. Donc, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on n'est pas obligé de faire du code, mais il faut quand même avoir des prompts. Donc, c'est-à-dire des
mots-clés, une phraséologie qui lui permet d'être sûr, d'être bien compris et d'avoir exactement le résultat qu'on recherche. Donc, quand on a un courrier officiel à faire, ça peut être utile quand on ne sait pas exactement comment formuler, des choses comme ça. Quand on cherche une image, tu disais tout à l'heure, j'utilise Midjourney, qui est un des nombreux bots de création d'images euh, donc par les artifices d'une programmation qu'on appelle IA, Midjourney. On se rend compte que pour avoir un résultat optimum, il faut d'abord lui donner pas trop d'indications sur ce qu'on veut au niveau de l'image, parce que sinon il va tout mélanger, ça va être un boulga. Et par contre, il faut avoir énormément de prompts qui concernent la qualité de la photographie. C'est-à-dire que les vrais compétents, et là on dépasse Photoshop, hein. Le Photoshop, n'importe quel infographiste qui se forme à tel ou tel filtre, tel ou tel machin, peut arriver à faire des effets sympas, mais des effets. Là, si c'est pour créer de toutes pièces une image, avec la qualité d'un illustrateur ou d'une photographie, il faut absolument être photographe. Et là, la qualité de la compétence du photographe, elle ressort à nouveau et complètement sur les prompts nécessaires pour pouvoir programmer cette intelligence. Donc, rien ne remplace la compétence photographique pour avoir un résultat précis sur Midjourney. Je suis pas photographe, je fais des choses avec des prompts très classiques, hein, voilà. Mais le résultat, effectivement, est déjà intéressant, est déjà intéressant. Donc, la compétence n'est pas morte, elle n'est pas remplacée par la machine. La machine ne peut pas remplacer la compétence. Et c'est une illusion. En fait, l'illusion, elle est là, l'involution, elle est là. Elle est de nous faire croire que sans avoir la compétence, on va faire absolument des résultats magnifiques et qu'on va faire le bonheur de notre patron ou de notre entreprise. À nous. Donc, alors que c'est absolument pas vrai. La compétence est au cœur de l'activité, même en travaillant avec ces machines-là. Voilà. Ça, Je pense qu'à un moment donné, comme tout est fait de mode, en tout cas, je pense que ça va s'écrouler, ça va faire aussi un pic de certitude, et tout d'un coup, ça va, je pense, s'écrouler. Pour l'instant, on en parle, pour l'instant, mais encore une fois, ça risque de s'installer dans beaucoup d'autres, le d'autres montage vidéo peut-être bientôt, oui, choses comme ça. ou plutôt, moi, ce qui me fait plus peur, c'est le côté, tu vois, financier, le côté administratif, où tu Mm. n'as vraiment plus personne de l'autre côté qui peut juste te renseigner, puisque tout est programmé, tout est programmable. Ils pourront mettre absolument tout règlement lié à une entité, donc à une industrie, à une administration. Ils pourront faire en sorte que, en fait, il n'y ait plus personne qui sache te répondre au téléphone, et qu'il n'y ait plus cette communication. Et je pense, encore une fois, voilà, on en est là, en fait. Moi, une des choses qui me panique le plus, c'est finalement tout ce comme on a un peu vécu quelque part en 2020. Alors oui, il y en a qui vont me dire, oui, mais il y avait Internet, il y avait Zoom, tout ça, on savait se parler, oui, mais enfin bon, d'accord, mais on savait le faire avant aussi. Il n'a pas fallu attendre en 2020 pour ça. Mais seulement, voilà, on nous vend des outils quelque part, oui, j'ai presque envie de dire que 2020 a servi aussi à ça. Encore une fois, pour intégrer ça dans l'esprit des gens de manière subliminale, de se dire que, vous voyez, on a les technologies, on n'a plus besoin de se voir, on peut parler à distance. Sauf que l'homme, c'est pas ça. Mm. Sauf que l'homme, c'est pas ça. C'est bien plus que ça. On a besoin de serrer la main à quelqu'un, ou de se faire la bise, ou de prendre quelqu'un dans ses bras, hein, au-delà de ça. On a des énergies, on a quelque chose, on a vraiment, voilà. Si même on était programmé pour ça, eh ben, cette programmation, elle est bien faite, parce elle nous permettent de vivre bien plus longtemps aussi. L'amour, on sait ce que c'est, voilà, c'est une puissance infinie. Et il faut absolument justement ne pas être coupé de ça. Et je pense que c'est ça qui est, je pense, la plus grande involution, c'est justement la coupure au niveau de l'amour, quoi, au niveau du cœur, oui, au niveau de notre centre, de notre existence. En fait, c'est ça qu'on veut tous quelque part, je pense. Bien avant, bien au-delà Au de... lycée, au, au lycée en 96-97, j'avais prédit, ou du moins pour moi c'était une fiction dans un futur lointain, mais j'avais quelque part prédit que
On allait se retrouver dans un monde où les enfants n'allaient même plus aller à l'école, ils seraient élevés par une machine à la maison, et que ceux qui s'en sortiraient le mieux dans la société seront ceux qui programmeraient les machines, qui programmeraient les machines, et qu'il n'y aurait plus de contact dans la société entre les individus parce que ils auraient grandi seuls. Et donc, finalement, c'est uniquement quand d'un seul coup se réveille quelque chose qui est de l'ordre du besoin charnel de l'autre, qui va être totalement disproportionné dans la façon dont ça va s'adapter, qu'on va passer le cap de l'écran et qu'on va se rencontrer dans la vie réelle. Et tout un tas de dysfonctionnements sociaux vont se révéler parce que les personnes ne savent plus se rencontrer, donc ça ressemble à n'importe quoi, sauf à de l'amour, parce qu'il n'y a plus cette qualité de communication et de compréhension de soi-même. Et on presque, et et c'est pour ça que la frontière est spirituelle. Le seul point qui fait qu'on peut encore s'en sortir, c'est qu'on a connu ce petit âge d'or, c'est qu'on a ces acquis sur les sciences cognitives, sur la spiritualité, sur le développement personnel, sur la communication, sur le, comment dire, oui, le relationnel où on a beaucoup travaillé, en tout cas ceux qui sont de nos générations, mais on le transmet. Euh, et c'est ce qui est incroyable, c'est que pendant ces années 2010, on a vu beaucoup de jeunes s'y mettre. Alors qu'avant, c'était des anciens, c'était à 45, 50 ans qu'on s'y mettait. Et là, les jeunes, les adolescents, des jeunes adultes qui se sont mis en masse et qui vont continuer à porter ça. Et c'est ça, quelque part, qui peut être la dynamique qui va nous sortir de cette incompétence humaine et nous ramener à la compétence humaine, qui fera la différence avec ce monde de machines. Voilà. Parce que c'est vrai que je disais les jeunes, etc., bon, on va dire les plus jeunes, on va dire, hein, ceux qui ont entre maintenant 10 et peut-être 15 ans, c'est peut-être ça les cibles en ce moment, où de toute façon elles continueront à être des cibles, puisque plus on va vers plus on se rapproche de ces années-là, donc les années qui viennent, hein, on est déjà en 2024, hein, je veux dire franchement, là il me semble qu'on vient à peine de commencer 2023, on est déjà en 2024, et c'est pas prêt de se terminer. Je veux dire, le plan est là, l'agenda est là. Et là où je voulais en venir, c'est qu'il y a aussi, heureusement que tu le dis, bien entendu, j'en ai rencontré pas beaucoup parce que voilà, j'ai pas toujours l'occasion de discuter avec tout le monde, mais il y a aussi beaucoup de jeunes, beaucoup plus qu'avant, qui n'ont plus besoin, en fait, de toutes ces années de réflexion comme nous on a eu, ou comme certains d'entre nous ont eu, parce que on a été tellement bercé dans une illusion matérialiste, comme tu dis, programmée, etc., programmante, où on a dû se sortir de cette boue, de ce marécage qui nous maintenait dans cette, encore une fois, dans cette ignorance, tel encore une fois le cheval d'Atreyu, hein, c'est pour ceux qui ont la référence, c'est vraiment ça, il faut vraiment sortir de ça, et on a mis des années, c'est lourd, et d'ailleurs j'ai même encore envie de dire, moi personnellement, il y a même encore j'ai encore même un peu de boue sur les jambes, tu vois. C'est pas encore fini. Il y a encore des choses qu'il faut se dépêtrer, mais ça se fait, ça se fait. Et je voulais aussi en revenir par rapport à ce que tu disais, par rapport à ce futur bah, que tu as imaginé, enfin que tu n'as pas imaginé pour ma part. Je pense que tu l'as capté quelque part dans les infinités, les, les nombreuses possibilités qui sont déjà en tout cas là, quelque part dans cet astral. Il y en a qui disent dans ce gros disque dur. J'ai l'arbre des possibles. L'arbre des possibles, merci beaucoup. Il y a un film qu'on avait d'ailleurs analysé un peu avec Greg No sur la chaîne, il y a déjà justement 3 ans, c'était The Giver, et où tout est, voilà, ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent, quoi. Tout est calculé, tout est, enfin, c'était un monde où on les maintient, qui est beau, etc. Et on les maintient. D'ailleurs, ils sont comme sur une grande souche d'arbre, hein, voilà, un petit coucou à Hassan. Et mais donc ils sont vraiment mis sur cette souche là, et ils peuvent pas. Encore une fois, bah, c'est toujours la même allégorie, hein, de pas dépasser son village pour voir ce qu'il y a de l'autre côté, et de se rendre compte que le village appartient à un pays, le pays est dans un continent, le continent est sur une planète, en tout cas, voilà. Donc fait partie d'un tout, et encore une fois, c'est ça, on est fractal. Encore une fois, il faut vraiment se dire que il y a
la fractale vous permet justement d'aller sur plein de plans différents de conscience, et sans passer forcément par la méditation, hein. Ça peut se faire au quotidien, mais bon, voilà, il faut une certaine connexion, j'ai envie de dire. Mais enfin, on a cette connexion. Elle est juste éteinte. Elle est juste éteinte. Il y a des gens qui, c'est vrai, je pense qu'autour de nous, ne l'auront jamais, en tout cas durant cette vie-ci. Parce que c'est pas péjoratif, hein, c'est simplement que c'est comme ça. Il y a juste des différences. On travaille tous au niveau spirituel à des vitesses différentes. C'est peut-être aussi là ce qu'on pourrait dire, oui, mais quand j'entends souvent dans les commentaires, oui, mais quand est-ce que l'humanité va s'éveiller? C'est vrai qu'on attend toujours un plus grand nombre. Et comme je le disais avec Anne Givaudan récemment, enfin, Anne Givaudan le disait, il faut pas forcément être un grand nombre pour pouvoir évoluer. On peut être un noyau, on peut être une partie de la population qui va faire qu'effectivement, on va éclairer le reste autour de nous. Et encore une fois, hein, sans être gourou ni rien, hein, ni maître, ni esclave, ni le maître et l'élève, c'est nous-mêmes. Voilà, on doit être les deux en même temps, comme tu l'as très bien dit il y a 20 minutes. Et c'est vraiment ça, quoi. Et enfin voilà. Là-dessus, je reste convaincu qu'on a un grand pouvoir de cette intelligence évolutive, de ce champ de conscience. C'est ce que le Yoga Sutra développe dans le dernier chapitre du Yoga Sutra de Patanjali. Patanjali, qui est un auteur qui est à peu près contemporain de Jésus. On ne sait pas s'il a été un siècle avant, un siècle après. Peut-être qu'il y a eu plusieurs Patanjali, mais en tout cas, il y a un Yoga Sutra. Et ce Yoga Sutra nous dit au dernier chapitre que le septième stade de l'évolution du yoga nous permet de faire un voyage en conscience dans le temps. C'est peut-être l'ancêtre du voyage akashique dont on a commencé à parler au début du XXe siècle. Mais le concept était déjà présent du voyage intérieur dans le temps et on peut se communiquer des messages dans le temps, donc à soi-même. On peut dire, hey, attention là, pour tel futur, là, il faut que tu restes attentif à ça. Et puis pareil, on peut s'envoyer des messages aussi dans le passé. Et à un moment donné, on a une guidance qui se passe, on sent qu'il y a quelque chose de vrai qui nous attend ou qui est un rappel et qui nous ramène au bon endroit. Mais c'est parce que le futur a été la cause du passé et vice-versa. Et donc, on peut avoir aussi un moyen de tracer de sa destinée grâce à notre propre encouragement d'une époque à l'autre, d'un âge à l'autre de notre vie. Et ça, c'est une grande faculté qu'on a, mais qui doit se développer pour être utilisée. Ça vient pas naturellement tout de suite. C'est pas ordinaire. C'est une capacité très particulière. Et pour ça, il faut beaucoup pratiquer le champ de conscience. Donc, il faut beaucoup faire travailler aussi le mental, parce que le mental fonctionne avec ce mécanisme-là de la conscience. Donc, le mental, qu'est-ce qu'il a? Il est juste en désordre. En fait, le problème qu'on a avec le mental, c'est qu'on l'a mis comme un labyrinthe parce que on a pris les choses au fur et à mesure où elles nous étaient amenées. Et on s'est gorgé de choses qu'on nous a amenées à toute vitesse, de manière à être gavé. Donc, on les a classées rapidement dans des catégories et on nous a dit, ah ben ça va où? Ça va là. Ok, je mets là. Et ça va là. Alors, je mets là, etc. Alors qu'en fait, c'est une absurdité. Donc, à un moment donné, il faut vraiment prendre le temps dans sa vie, à un moment donné, de s'arrêter, de méditer tout ça, de remettre les choses au bon endroit et de choisir d'avoir une méthodologie, je dis souvent une épistémologie, hein, une philosophie des sciences pour être fondé en raison et connaître la chose telle qu'en elle-même, c'est vraiment la finalité. Connaître les objets de la connaissance tels qu'ils sont en eux-mêmes, tels qu'ils sont eux-mêmes, naturellement, sous tous les angles possibles. Donc, il faut avoir une vue à 360 degrés et puis examiner vraiment les choses pour ce qu'elles sont. Et là, on accède à du savoir, et ça, c'est du solide. Et là, le mental est utile parce qu'il est sain, parce qu'il est ordonné, il est organisé et il est combatif. Il peut s'engager dans l'action, là. Et là, on est sûr qu'on ne sera pas rattrapé par les contenus informationnels qu'on veut nous mettre dans la tête parce que on a déjà été confronté à ces données-là et on les a déjà classées dans la catégorie de la falsification et du mensonge. Voilà, exactement, Fabio, exactement, c'est tout à fait ça. Petite anecdote personnelle, rapidos, c'est que là, tu me fais penser à quelque chose par rapport au futur. Je devais avoir 11 12 ans et je disais à ma cousine, c'est quelque chose qui, voilà,
dont je peux même encore en parler parce que c'est tellement proche dans mes souvenirs, tellement honnête. Alors bon, c'est peut-être des souvenirs que j'entretiens aussi, hein, comme on entretient un rêve, le souvenir d'un rêve, puisque souvent le rêve, on s'en souvient pas pour X raisons. Euh, et si on entretient les choses, on peut les répéter telles quelles. Et effectivement, je me souviens avoir dit, par exemple, à ma cousine, que je ne fumerai pas plus tard. Et elle me dit, mais comment tu peux en avoir la certitude? Elle avait raison, c'était une question tout à fait pertinente parce qu'on ne peut jamais être sûr, voilà, de quoi que ce soit dans la vie. J'ai dit non, non, je ne fumerai pas, je le sais. Je ne fume effectivement pas. Et bon, c'est un détail, hein, mais ce que je veux dire par là, c'est que là, tu vois, c'était même avec ce dont on est en train de parler, ça va au-delà de la certitude. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose qui est ancré, qui est écrit. C'est comme si on savait dans notre ADN, pas ADN biologique, hein, une sorte d'ADN, on va dire, où on sait exactement où on va parce qu'on sait que c'est notre destinée. Il y a des gens qui savent quand ils vont mourir, par exemple, enfin, à quel âge, par exemple. Il y a des gens qui savent, enfin, et ça leur pose aucun problème. Je veux dire, c'est quelque chose qui, voilà, qui est établi parce qu'ils savent. Je peux pas dire plus. Encore une fois, c'est au-delà de la certitude. La certitude, c'est encore finalement un jugement. C'est quelque part, c'est encore le mental qui travaille. La certitude, c'est ça. C'est le mental qui travaille, puisque forcément, qui dit certitude dit aussi doute. Enfin, je veux dire, l'un va pas sans l'autre. Puisque si on est certain, si on affirme, enfin, si on est certain de quelque chose, c'est que déjà quelque part on doute. En somme, on devrait même pas dire qu'on est certain, puisque c'est comme je le dis aussi souvent, enfin souvent, je le place de temps en temps, quand on est à un haut spirituel, bah, j'ai presque envie de dire, on n'a pas besoin de le dire, quoi. On n'a pas besoin de le dire, on est. On a quoi à démontrer? On a à démontrer, oui, par nos actes, par contre, par pourquoi pas un enseignement qu'on peut délivrer à ce moment-là et partager avec des personnes à qui ça va leur parler pour justement encore une fois sortir de cette première prison. Mais quand tu es justement quelqu'un qui est dans le spirituel, tu n'as même plus besoin de le dire sur tous les toits. Là, à ce moment-là, c'est ce que j'appelle, moi, un vrai sage. C'est la vraie sagesse. C'est de, enfin, comme tu as très bien dit, être le vicaire entre ce monde matériel, dense, etc., avec l'intermédiaire entre les dieux et justement, et ce monde, quelque part, ce Ce qui monde. est, ce qui est essentiel à comprendre, c'est ce que disait Platon, c'est que le rang intermédiaire, celui qu'il appelle le philosophe, c'est, si on veut, l'interprète du monde des idées. Mais quand on dit idée, on a un sens d'idée qui est très général. C'est les mathématiques, c'est une idée, la philosophie, c'est une... Non, ce qu'il appelle le monde des idées, c'est le plan des vertus. C'est-à-dire, ce sont les attributs divins, hein, la lumière, la vérité, la justice, la justesse, toutes ces notions. Et c'est vraiment essentiel de comprendre que si on veut être intermédiaire entre quelque chose de sacré et le monde matériel de la manifestation, c'est en étant baigné dans ces vertus, c'est en pratiquant les vertus que seule la conception de la substance du monde, de son existence réelle et de la vérité qui la sous-tend, qui est une vérité cosmique, donc de symbiose et d'unité. C'est seulement dans cette conception-là, qui n'est pas la conception des scientifiques modernes, qu'on peut fonder la vertu. Et en étant fondé sur la vertu, on va pouvoir mettre la vertu à sa place dans notre vie et là, on va pouvoir travailler ensemble à construire un monde meilleur, tout simplement. Exactement. Exactement. Et comme tu as très très bien dit, tout est sacré. Tout, absolument tout est sacré. Tout ce tout ce dont on fait avec conscience, avec amour, voilà, Le sacré, je dis souvent, c'est un art de l'attention. Qu'est-ce qui est sacré? C'est qu'est-ce qui se passe en moi oui, 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 oui. quand, quand je porte mon attention sur telle ou telle personne ou objet de ma conscience. C'est qu'est-ce qui se passe en moi et ce ressenti intérieur, c'est ça le sacré finalement. C'est exactement ça, Fabien. Et je crois
presque terminer là-dessus parce que c'est magnifiquement dit. Je trouve que c'est vraiment une très très note, très très bonne note positive en cette fin d'année, voilà 2023. En tout cas calendrier. Hein, encore une fois, ce n'est qu'un calendrier. Euh, mais donc, mon cher Fabio, on va un petit peu revenir un peu plus sur terre, on va dire, puisqu'on va reparler un petit peu de ton Oui, activité, de ton activité, de ta chaîne, effectivement, qui donc comme on le disait, donc tu n'es pas un tout nouveau sur YouTube, mais bon, donc tu as créé effectivement donc cette chaîne qui s'appelle Histoire et Conscience. Hein, je mettrai tout ça en lien comme d'habitude. Mes chers auditeurs, dans la description, n'oubliez pas, bien entendu, Fabio, qu'est-ce que tu veux rajouter de plus par rapport à ton activité? alors, bah, dans cette chaîne, en fait, on fait tous les formats possibles, des Oui, formats j'aime beaucoup. courts, des formats longs, des Des débats de directs, libre antenne, des directs, des vidéos qui sont montées, qui sont présentées. Il y a notamment une série qui s'appelle L'histoire spirituelle de Sumer à l'islam, qui est actuellement disponible sur 7 épisodes. Donc ça comporte bah, évidemment toutes les traditions des premiers mythes fondateurs suméro-acadiens jusqu'à donc le christianisme et l'islam, en passant par le judaïsme, la gnose, la métaphysique des Grecs. Donc il y a tout ça vraiment à découvrir et dans une orientation globale qui nous permet de comprendre la genèse de l'ingénierie sociale. Il y a une deuxième saison qui doit être montée bientôt, qui va concerner tout ce qui est la prémodernité et la modernité, comment la pensée de cette ingénierie sociale a dévié, notamment avec la Révolution française et tous les grands événements, les auteurs, Schopenhauer, Nietzsche, etc. Donc ça, c'est encore en chantier. Et puis, on a bah, régulièrement des libres antennes sur lesquelles vous pouvez venir vous exprimer, partager votre opinion, votre pensée, vos arguments. On est nombreux, il y a une communauté qui est vivante et on aime ça. Et ah, voilà. Et il y a ma compagne Sylvie Coussinel qui participe également. Elle se montre pas, mais on l'entend et elle est très pertinente et je elle fait comprends. bien sur la chaîne. Voilà. Ben, en tout cas, bienvenue à elle et merci aussi à elle. Merci à vous deux d'être connectés. Mon Dieu, ça, je crois que, enfin, je vous souhaite à tous et à toutes de rencontrer votre, euh, alors peut-être pas votre miroir, mais votre jumeau spirituel. Alors, ça, je sais que c'est un grand mot, mais c'est vraiment ça, quelqu'un J'ai avec envie de dire votre partenaire de vie, tout votre simplement. partenaire de vie exactement, pour rester un peu plus terre à terre, effectivement, mais un partenaire quand même qui va faire que vous allez pouvoir justement évoluer, et pas revenir sur des anciens carcans, peut-être que vous avez vécu aussi dans cette vie, hein, pourquoi pas. Ça. Vraiment, on vous souhaite ça, c'est le plus important, je pense, de pouvoir évoluer, mon Dieu, à deux, hein, et non pas dans la dualité. Mais sur le même chemin, hein, puisque voilà, en tout cas, comme le rail de train, il y a deux rails pour que les roues tiennent. Ah mon Dieu, je vais arrêter là. Ça devient un peu ridicule, mais c'est fait exprès. C'était pour mettre une petite note disons, de légèreté dans ce monde de fous, hein, disons-le. Et grand merci en tout cas pour ta venue, Fabio, parce que vraiment, bah, c'est génial, on pourrait en parler des heures. Et de toute façon, vous allez bien comprendre que sur la chaîne de Fabio, on va pouvoir en tout cas en écouter pendant des heures, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de matière, comme tu le disais, encore à venir aussi, mais même déjà passé, et des replays, des directs, et ça va comme moi je l'aime, un peu dans tous les sens, mais dans le bon sens du terme. Parce que justement, tout ça est réuni, tout ça, ce sont des embranchements pour arriver, non peut-être pas à même une même conclusion, mais euh, en tout cas une forme de sagesse commune, voilà. Et encore une fois, tu as aussi une communauté relativement diversifiée, qui, je pense, comme tu l'as très très bien dit au tout début, on attire ce qu'on attire, et qui est, je pense, eh bien, avec la vibration de ta chaîne C'est pas facile tous les jours Non, parce que non, je les sais, libre antenne fait qu'il y a aussi des gens qui viennent troller, tout ça. Mais rien à on voir. se, on se débat, on vient avec des arguments et Mais puis à un oui. moment donné, bon bah c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Hein. Voilà, c'est comme ça. Et c'est intéressant parce qu'au moins on a eu le courage d'aller au devant de gens qui partagent pas du tout notre opinion, qui sont engagés dans des voies complètement contradictoires Ouais. et de faire quelque chose ensemble et de guerroyer ouvertement. On est devenus frères d'armes, puis après on s'est séparés en se disant, OK, chacun notre terrain, on a vraiment notre propre façon de voir, on sait qu'on n'évoluera pas là-dessus, mais on a pu pas seulement s'exprimer, mais se découvrir et donc se situer.
avec fermeté, avec s'asseoir quoi dans un état particulier de notre conscience. Et donc aujourd'hui, c'est des débats qui sont accessibles et qui permettent aussi d'aider les personnes à se situer. Je dis pas qu'ils sont forcément tous d'accord avec moi, ils peuvent être d'accord avec un de mes invités qui est pas d'accord avec moi, mais au moins comme ça, ils connaîtront tout un tas d'argumentaires, tout un tas de confrontations qui leur donneront des outils pour pouvoir savoir où se situer eux-mêmes. Ça, Ah c'est oui, important. exactement. Et parfois, de toute façon, je dis, si tout était lisse, ce serait très embêtant, on ne s'en rendrait même pas compte, et on aurait pu, justement, cette possibilité de réfléchir comme on est en train de le faire là maintenant. Et d'ailleurs, c'est grâce justement à peut-être ce chaos, on va dire, au niveau information, où tout est contraire, etc., où on peut justement encore y mettre le grain de sable qui va peut-être enrayer un mécanisme, pourquoi pas. On l'espère dans le bon sens. Mais en tout cas, grand merci Fabio pour ta venue, vraiment, et j'espère que ça aura plu aux auditeurs, et merci beaucoup, merci. Et vraiment, écoute, t'es le bienvenu, hein, si tu veux, on peut reparler bien sûr d'un autre sujet, tu es le bienvenu sur la chaîne, sache-le Fabio, et encore une fois, mes amitiés madame. Et donc, à tout bientôt. Moi, vous dis, chers auditeurs, à la semaine prochaine, comme d'habitude. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, hein, ça de toute façon vous avez l'habitude. Ne faites aussi des dons s'il vous plaît, parce que voilà, je vais pas commencer à faire le mendiant, mais voilà, vraiment faites des dons pour cette fin d'année. Partagez aussi surtout la chaîne, aussi parler de la chaîne et de Fabio, bien entendu, allez vous abonner. En tout cas, allez écouter ses dires, ses paroles. Et vraiment, voilà, je pense que tout le monde pourra y trouver un peu son compte. Voilà, on se fait des gros bisous, on se dit à la semaine prochaine, et moi je vous dis ciao ciao. Salut, salut, salut! Salut, merci les sentiers du réel. Et pour soutenir la chaîne et assurer sa pérennité, vous pouvez également faire un don, soit dans la cagnotte Litchi, soit un don ponctuel, lien dans la description. Merci, à la semaine prochaine.